Hello, ici Fab Flo, animateur d'Histoire d'argent et coach spécialiste de la relation à l'argent. Bonjour, je suis Marie Roussel, également coach spécialiste de la relation à l'argent. Après 200 épisodes de ce podcast, je crois qu'on a tous compris la puissance de l'effet miroir. Vous vous reconnaissez dans les témoignages et ça vous fait prendre conscience de vos propres blocages. C'est exactement pour ça que Fab et moi, on lance Au-delà de l'argent, un bootcamp collectif de 3 mois qui démarre le 3 octobre 2025 pour transformer votre relation à l'argent grâce à la puissance du groupe. Anxiété financière, peur de manquer ou alors encore difficulté à fixer vos prix, ce programme est fait pour vous. Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées. Les candidatures s'arrêtent le 30 septembre 2025. Si vous souhaitez transformer votre relation à l'argent d'ici la fin de l'année, c'est le moment ou jamais. Rendez-vous sur fabflorent.com/bootcamp, B2OTCAMP, pour plus d'infos, pour nous rejoindre et transformer à tout jamais votre relation à l'argent. Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. Mais l'argent et les chiffres, c'est rien sans les émotions qui vont en face. C'est super important de bien expliquer ça. C'est pour ça que pendant des années, j'ai publié sur mon blog des rapports de revenus et où tu avais une première partie chiffres, mais qui en soi n'a que très peu de valeur, et en dessous, genre tout le contexte en fait de ces chiffres. Parce que tu peux très bien gagner ta vie et être malheureux comme la pierre. Exécuté par Qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Julia. Salut Julia. Salut Fab. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Je vais monter un peu ton son. Ça va bien, super, merci beaucoup. Julia, t'es entrepreneuse, je crois qu'on peut dire ça? Oui. Tu te définis comme ça en tout cas? Oui. Ok. Entrepreneuse ou infopreneuse? Ça dépend des semaines. Alors, c'est quoi une infopreneur ou une infopreneuse pour les gens qui connaissent pas? Tu peux expliquer? Alors, très vulgairement et basiquement, c'est quelqu'un qui vend de l'information. Voilà, c'est quelqu'un qui vend de l'information, c'est quelqu'un qui va avoir des facilités à vulgariser les choses pour les transmettre et qui vend de l'info. Donc en soi, il y a certaines choses que je vends, qu'on pourrait retrouver partout sur Internet aujourd'hui, mais moi, je fais en sorte de rassembler ces infos, de les packager, de rajouter ma patte et du coup ma personnalité pour pouvoir en faire des choses un peu fun qui me ressemblent et qui permettent aux gens de se développer et de grandir dans leur entreprise. Ok.
Donc, par exemple, vous avez, quand je dis vous, c'est parce qu'on va en parler juste après, mais vous êtes associé avec Julie, donc Julia et Julie, quoi. Oui. C'est un film, Julie et Julia, non? Incroyable le film, aussi, d'ailleurs. c'est vrai. Sur la cuisine, là, qui est génial. Je l'ai jamais vu, pour être honnête. Ah bah, faut que tu ailles le voir, c'est super. C'est vrai? Ouais, Bon. c'est avec Meryl Streep, on adore Meryl Streep. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je Tu le notes? Voilà. Petite reco ciné en passant. Hop là. Donc ouais, avec ton associé Julie, vous vendez notamment une formation. Enfin, vous vous êtes fait connaître et vous avez gagné, j'imagine, pas mal d'argent. On va en reparler, notamment par rapport à Notion, qui est un Oui, logiciel tout à qui permet de. Notion, c'est quand même compliqué à expliquer, quoi. C'est ça. Ça Tu permet peux de tout mettre faire. ta vie, c'est ça. Exactement. Tu peux tout faire. C'est un outil formidable. Ouais. Et donc, comme cet outil est compliqué à appréhender et qui permet notamment une personnalisation assez pointue, vous vous êtes dit, ok, ça pourrait être sympa de venir proposer des formations sur Notion. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent Notion. Peut-être, je sais pas si les auditrices, les auditeurs qui écoutent connaissent. Mais c'est vrai que ça a permis notamment à votre boîte en tout cas, moi, je vous ai connu par là. Par Notion, et j'ai l'impression que ça représente une grosse partie de votre chiffre d'affaires et de votre activité pendant des années, quoi. C'est ça, c'est moins le cas aujourd'hui parce que ça date. On a lancé la formation Notion en 2020. Donc ça fait, oh mon Dieu, ça fait déjà 5 ans. Ça fera 5 ans en octobre là. En fait, c'était les prémices un peu de Notion. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient le souhait d'apprendre à s'en servir, ne serait-ce que les bases. Donc on a répondu à ce besoin assez rapidement. Et effectivement, c'était le bon moment pour le faire. Et j'ai eu pendant très très longtemps l'étiquette Notion sur le front parce que tout le monde finalement avait découvert notre contenu grâce à Notion. Donc c'est très cool. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaie d'aborder d'autres outils. C'est beaucoup plus large parce que je suis passionnée d'outils en règle générale. Donc c'est vrai que en gros Notion fait partie de l'écosystème on va dire d'outils que j'utilise, quoi. Mais ce n'est plus mon outil phare, même si c'est mon best friend, hein, faut pas mentir non plus. Il y a d'autres choses aussi dont je voudrais parler dans ce podcast, c'est déjà de travailler en tant qu'associé, mais vous êtes aussi ami avec Julie. Oui. Et donc, j'aime bien dire qu'il y a plusieurs écharpes entre vous. Il y a l'écharpe amicale, il y a l'écharpe d'associé, et j'imagine qu'il faut faire attention à pas mélanger les écharpes. C'est tout un... C'est compliqué de ne pas mélanger les écharpes. L'autre chose aussi dont je voudrais te parler, c'est bien sûr de ta relation à l'argent à toi, d'où vient ta relation à l'argent. On va dire aussi peut-être les choses qui t'ont permis de pouvoir comprendre un peu mieux d'où vient ta relation à l'argent, mais aussi de votre newsletter en fait où vous parlez très régulièrement de votre chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, moi, je la suis religieusement. Je la lis très, très régulièrement. En fait, je vois que vous avez un peu l'envie de venir ce qu'on appelle build in public, c'est-à-dire genre de venir raconter un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Oui. C'était une vraie volonté de ta part et de votre part. Je sais pas d'où c'est venu d'ailleurs entre vous. Alors, c'est vrai qu'avant que je m'associe avec Julie, donc l'association, elle date de 2019. Et en fait, j'ai lancé cette newsletter et le site web en lui-même en 2017. Donc finalement, quand Julie est arrivée, moi, j'envoyais déjà des newsletters tous les dimanches. C'était la règle. Et étant donné que j'ai construit ce blog et cette newsletter en m'adressant à d'autres freelances, à d'autres confrères et consoeurs freelance, j'y ai mis un ton qui est par défaut celui de « je te raconte ce qui s'est passé dans ma semaine ». Et c'est resté. Et finalement, on garde toujours cette guideline en tête quand on rédige. Et je crois qu'on pourrait même pas faire autrement si on voulait, en fait. Je crois que c'est tellement devenu naturel qu'on n'y arriverait pas. Mais il y a quand même, tu vois bien qu'il y a une différence entre salut, alors voilà, aujourd'hui j'ai signé un bon client, machin, tout ça, enfin tu vois, le quotidien, et en fait voilà sur les sujets sur lesquels on galère, et vous donnez les chiffres précis. C'est-à-dire que c'est pas pareil pour moi, hein.
Oui, alors c'est vrai qu'on pousse la transparence, si on peut dire ça comme ça, jusqu'à dire effectivement au centime près ce qu'on peut dépenser, comment on le dépense, ce qu'on peut gagner et comment on le gagne. Mais en fait, j'essaie aussi de me rappeler ce que moi j'aurais aimé lire quand je me suis lancée, parce que quand je me suis lancée, il y avait rien. Moi, j'avançais à tâtons et en fait, pendant 5-6 premières années, j'ai vraiment écrit tout ce que j'aurais aimé lire moi, en fait. Je me suis replongée à chaque fois dans qui j'étais en 2013 pour dire qu'est-ce que tu dirais à Julia qui a 23 ans, qui sait même pas ce qu'elle fait exactement. Et j'avais beaucoup la curiosité de ah ouais, mais comment tu dépenses ? Parce que ça, c'est vrai que quand tu commences à gagner un peu d'argent, tu dis ok, alors c'est quoi les meilleures choses à acheter, tant en termes de matériel, tant en termes d'outils, mais aussi peut-être en termes d'investissement peut-être plus long terme, etc. Peut-être du coaching. J'avais aucune idée finalement des ficelles à tirer, tu vois. Et je me suis dit je vais publier comment je dépense mon argent et peut-être que ça aidera d'autres à se dire ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, c'est une trop bonne idée. Voilà. Mais tu fais pas que ça, tu viens aussi raconter, enfin vous venez raconter. Ok, donc en fait, telle formation, c'est bon, on a gagné autant dessus et en fait on veut faire autre chose. Donc vous êtes aussi en train de dire les trucs sur lesquels vous êtes en train de vous couper finalement d'une partie de chiffre d'affaires parce que vous faites ça très régulièrement, vous mettez à jour votre offre. Oui. Et vous brûlez un peu les vieux ponts, quoi, c'est ça ? Ouais, en fait, alors déjà, moi je me lasse très vite de tout. Donc ça, déjà, c'est compliqué. Sur les stratégies long terme, en tout cas, ça peut être compliqué. Mais finalement, c'est bien parce que ça me permet de me renouveler et de proposer à Julie sans cesse de vas-y, si on testait ça, vas-y, si on faisait ça, etc. Et c'est vrai que, en fait, si tu veux faire en sorte que tes amis te suivent, parce que finalement, cette newsletter, c'est comme si j'écrivais à mes potes. Si tu veux qu'ils suivent un minimum, genre tous tes changements, il faut leur expliquer. Il faut prendre le temps de leur expliquer pourquoi, ce qui a mené à cette décision, les réflexions, les émotions aussi qui ont drivé tout ça. Parce que on parle certes d'argent, mais l'argent et les chiffres, c'est rien sans les émotions qui vont en face. C'est super important de bien expliquer ça. C'est pour ça que pendant des années, j'ai publié sur mon blog des rapports de revenus et où tu avais une première partie chiffres, mais qui en soi n'a que très peu de valeur, et en dessous, genre tout le contexte en fait de ces chiffres. Parce que tu peux très bien gagner ta vie et être malheureux comme la pierre. Tout à fait. Donc il faut bien arriver à mettre de la nuance dans tout ça, quoi. Et donc, est-ce qu'il y a une partie de toi qui se dit, ok, donc ce truc-là commence à gagner de l'argent et permet de gagner de l'argent, et en fait te permettrait peut-être de gagner de l'argent pendant des années et des années. Je me demandais, est-ce qu'il y a une partie de toi qui a envie aussi comment dire, qui parce que en fait t'as envie de changer. Et franchement, je te blâme pas parce que moi aussi je suis comme ça, quoi, tu vois. Mais je crois qu'en vieillissant, je me suis dit, ok, il faut essayer de trouver le juste milieu entre, ok, en fait, mon envie de nouveauté et à un moment donné, le truc qui marche et que je vais permettre de pouvoir tirer un peu plus dans le temps et qui va me permettre de pouvoir rapporter un peu plus d'argent, quoi. Parce que globalement, ce que tu es en train de faire quand tu montes une formation comme ça, c'est que tu es en train de créer un produit, tu passes du temps dessus, etc. Tu es aussi en train de créer une forme de capital. Tout à fait. Et en fait, ce capital, tu as envie de pouvoir le vendre le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se dit, c'est un peu trop facile, il faut faire autrement ? Ah oui. Ah oui. L'argent trop simple. Oui, parce que, en fait, si tu veux, les produits que tu les crées à un instant T. À un instant T, t'es fier de ce que tu vends. Moi, c'est ça, en fait. C'est mon curseur. C'est qu'à un moment donné, je me lève un matin et je suis plus fière de ce qui est en ligne. Et ça, c'est radical chez moi. Si je suis plus fière de ce que je vends, si je suis plus contente de dire « ouais, je vends ça, ouais, c'est trop cool, etc. » C'est ciao. Qu'est-ce qui t'empêche de le garder dans un coin et de continuer à le vendre ? Parce que si je n'aime pas mon propre produit, comment tu veux que je le vende correctement ? Donc, en fait, ça se ressentirait. Et j'ai pas envie d'avoir à faire semblant à un moment donné de dire ah, ça c'est génial, mais par contre c'est périmé depuis 3 ans, quoi. Tu vois. Enfin.
J'aurais vraiment l'impression de me foutre de la gueule des gens, quoi. Quand tu dis c'est périmé, ça veut dire qu'en fait, il faut mettre à jour. C'est Il faut ça, mettre à en jour. fait, les logiciels évoluent, et donc il faut le mettre à jour, et il y a un Exactement. moment donné où tu n'as plus trop envie de le mettre à jour, c'est ça? C'est ce qui s'est passé avec Notion, avec la toute première formation vraiment qui était pour débutants. Je l'ai mis à jour pendant 3 ans. Et effectivement, la 4e année, j'ai dit, c'est quoi, Julia? Tu préfères passer du temps à mettre à jour une formation? Mais c'est bon, en fait, du Notion, t'en as bouffé pendant 4 ans aussi, tu vois. T'as aidé des gens pendant 4 ans. En plus des débutants, etc., ça te challenge plus vraiment. Ou alors, est-ce que t'as envie de passer du temps sur autre chose, sur un autre concept, sur un autre produit, sur un autre outil, sur un autre projet? Et finalement, la décision est souvent celle-ci. C'est, non, j'ai soif de nouveautés. J'ai envie d'aller me challenger sur autre chose, sur un autre sujet. Et donc, c'est ce qui pousse souvent à me dire, OK, allez, on dépublie. Okay. T'as la sensation que t'as du mal à gagner de l'argent facile ou pas? Non. Non. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme justement, il y a une forme de capital, enfin, tu vois, d'avoir créé ce capital derrière et de le vendre, ça finit par devenir de l'argent, j'allais dire automatique, pas tout à fait, mais en tout cas de l'argent plus facile à gagner au fil du temps, quoi. Tu vois, plus ça va, plus t'en gagnes, quoi. Donc ouais, je me demandais un petit peu si c'était en rapport avec ça, tu vois, ce truc de, en fait là, maintenant ça marche trop facilement, faut trouver d'autres challenges, et effectivement, tu viens pas rentrer, c'est pas que tu viennes pas prendre l'argent en compte, c'est juste que tu te dis, c'est cool aussi parce que inconsciemment, il y a une partie de moi qui me dit, si c'est trop facile, ça vaut pas la peine de le gagner, quoi. Il y a un petit peu des deux. Il y a une partie de moi qui, on va dire, qui accepte cet argent facilement gagné parce que il faut payer les charges, il faut payer l'URSSAF, etc. Et donc, souvent, je me dis, Julia, là, en fait, au moins, t'es tranquille, ça paye ça. Et il y a une autre partie de moi qui dit que oui, effectivement, j'ai envie aussi de grandir, tu vois. J'ai aussi envie de proposer des choses nouvelles assez régulièrement qui me suivent moi, en fait. Les produits qui sont en ligne me ressemblent moi à l'instant T. Et j'ai envie que ça continue d'être le cas. Donc, je dirais 50-50. Ok. Et il n'y a pas une partie de toi qui fuit l'argent trop facile, alors? Non? Cette partie-là, justement, tu vois. Alors peut-être, mais peut-être pas fuir, tu vois. Parce que finalement, on aura toujours besoin, si tu veux, l'argent trop facile, on en aura toujours besoin pour payer les imprévus, tu vois, pour financer nos propres outils à nous. Ok. Donc c'est toujours utile à un moment donné. C'est-à-dire que il n'est jamais perdu, il est toujours très bien investi, quoi. Ok, je vois. Et si vraiment on en a trop, on fait des cadeaux. Genre on fait designer des cartes postales pour en envoyer à tout le monde, tu vois. Ça veut dire quoi, avoir trop d'argent? C'est plus dans le sens où on se dit, ok, tous les projets qu'on voulait financer, ils sont financés. Est-ce qu'on se ferait pas un projet kiff? C'est-à-dire qui, en soi, sert à rien. Genre, pour plein de gens, c'est useless ce qu'on fait. De faire designer des cartes et d'envoyer des cartes postales tous les ans à tout le monde. Il y en a plein qui diraient, mais qu'est-ce que vous faites? J'en ai encore une pile là à écrire. Et j'adore. C'est peut-être useless, mais disons que ça envoie de l'amour à des personnes. Et donc, c'est pas useless? Bah non. Mais c'est vrai que, tu sais, pour les personnes qui font du business pour faire du business, tu vois, c'est vraiment useless, quoi. Ok. Alors, moi, j'entends bien que c'est pas useless. Non. Pendant des années et des années, on a fait des stickers mademoiselle. Des stickers. Voilà. J'en ai. Genre jour 1. Vraiment, c'était important d'avoir des stickers, quoi, tu vois. C'était génial. Ils étaient trop stylés, en plus. Mais oui, pour moi, c'est pas useless. C'est un lien, tu vois, que tu crées avec ta commu. Julia, je pose 2 questions à tous mes invités dans l'histoire d'argent. La première, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward.
Ça m'évoque le moyen de faire des choses. Ok. Ça a toujours été le cas ? Oui. C'est vrai ? Ouais. Même quand tu étais plus jeune ? Ouais. Ça a toujours été le moyen d'acheter des bonbons, d'acheter Star Club. Ça t'a débloqué un souvenir ou pas ? Oui. On va dire d'investir dans mon premier ordinateur, d'acheter des jeux vidéo. Ça a toujours été le moyen de faire quelque chose. Ok, très bien. T'as un souvenir marquant d'enfance, justement, à part les bonbons et Star Club ? Avec l'argent, ouais. J'ai le souvenir d'un cadeau que j'ai réclamé pour Noël, pour mon anniversaire, etc. Et que je pensais jamais vraiment avoir. Dans ma tête, c'était un peu le rêve, presque un peu inaccessible, et que finalement mes parents m'ont offert. C'était les Sims 1. Pour moi, à l'époque, ça valait beaucoup d'argent. Et donc, il y avait une partie de moi qui espérait très fort qu'ils me l'offrent, et une partie de moi qui était un peu plus résignée, en mode si je l'ai pas, c'est pas grave, je demanderai à mes copines de me raconter à la récré ce qu'elles font avec leurs Sims, quoi. Oui. Et du coup, ça a été quelque chose de marquant où je me suis dit, oh, ça c'est un très beau cadeau. Et t'en as fait quoi de ce cadeau ? Je l'ai poncé. Le jour, la nuit, tout le temps. Et donc plutôt une projection positive, quoi, sur l'argent. Ou alors il y avait un peu un truc de... C'était... Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y avait une forme d'inaccessibilité, quoi. C'était pas forcément un cadeau très simple à avoir, quoi. Eh ben oui, parce que moi, clairement, si j'économisais avec mon argent de poche, je pouvais pas me le payer avant plusieurs années. Donc c'était vraiment un achat que seuls les adultes pouvaient faire. À ce moment-là, pour moi. J'avais 12 ans. Ok. Ça veut dire une chose. Non, j'avais 12 ans. J'étais en train de réfléchir, j'étais en 5e. Donc ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qu'ils se disaient sur l'argent dans ta famille ? C'était quoi les petites phrases C'est quoi la relation à l'argent de tes parents ? Dans quel environnement t'as grandi par rapport à l'argent ? C'était pas vraiment un sujet. On n'en parlait pas beaucoup. C'était la première fois où, en tout cas, le premier souvenir que j'ai où vraiment on a une discussion sérieuse, c'est quand j'ai commencé à être salariée et où j'ai commencé à avoir une fiche de paye, en fait, tout simplement, et où j'avais des conseils tels que mets-en un petit peu de côté, ne dépense pas tout, etc. Donc, c'est les seules discussions vraiment sérieuses que j'ai pu avoir avec mes parents, notamment. Tu me disais que tu n'aimais pas trop parler de ta famille sur Internet, mais j'aimerais bien savoir ce que faisaient tes parents comme métier, de quel environnement tu viens. Est-ce que tu viens d'un environnement où tes parents étaient salariés ou entrepreneurs eux-mêmes, c'est ça ? Ils étaient salariés. Effectivement, il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille, mis à part moi. Ça est en train de changer, mais en tout cas, pendant très longtemps, ça n'était que moi. Et donc, je n'ai pas eu vraiment de modèle d'entrepreneuriat. Et mes parents étaient salariés, locataires, vraiment une vie classique, tout ce qu'il y a de plus simple. Ma mère travaillait dans le milieu médical, vraiment une vie simple. Ok. Et c'était quoi les petites phrases qu'on disait sur l'argent dans ta famille ? Mets de l'argent de côté, tu en auras peut-être besoin pour plus tard, tu verras bien, on ne sait pas de quoi la vie est faite, voilà. Donc plutôt une forme d'insécurité, quoi, c'est ça ? De prudence, ouais. Ouais, c'est ça, d'incitation à la prudence. Donc pas vraiment dans l'abondance, pas non. Vraiment dans t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras et ça va aller, et tu auras de l'argent et tu seras capable d'en gérer, quoi. C'est ça. Et spoiler, j'ai fait tout l'inverse. Raconte-moi alors, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que donc tu me disais que tu avais été salarié, je savais même pas. Oui, en fait, j'ai commencé, donc j'ai eu mon BAFA et j'ai commencé en centre de loisirs. Ça s'est mal passé parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça.
T'aimais pas les enfants? J'aimais pas ça, et j'étais avec des petits, des 3-6 ans, et j'aurais aimé être avec des plus vieux. Donc voilà, j'ai pas aimé trop cette expérience, mais bon, écoute, ça m'a dépanné quelques étés. Mais mon vrai job salarié, ça a été en alternance, où j'ai fait ça à Michelin. Comme tout bon Clermontois finalement, Oui. on passe forcément par Michelin. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et j'étais en alternance et j'étais plutôt bien payée. On était bien payés en alternance à Michelin à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas. Et en fait, mes parents me disaient souvent, t'as tes fiches de paye, essaie de mettre de côté. J'ai dépensé tout mon argent, tout ce que j'ai gagné, je l'ai dépensé. Il n'y a pas 1 centime qui est allé sur ce livret A. Rien. Pourquoi? Quid? Avec le recul, tout ce que j'ai pas pu m'acheter, tu sais, les trucs, un peu les achats d'adultes, entre mes 12 ans et mes 18 ans, quoi, en gros, tout ce que j'ai pas pu m'acheter avec mon argent de poche, j'ai tout acheté d'un coup. Sur cette année-là. T'as la sensation d'avoir grandi un peu frustré, justement, par rapport à ça? Non, parce que je trouve que le mot est fort. J'ai pas trop vraiment, tu sais, d'exemple de frustration. Mais par contre, je me suis lâchée. C'était mon argent, je pouvais en faire ce que je voulais. J'ai fait ce que je voulais. J'ai tout dépensé. Et tu dépensais dans quoi? J'ai acheté un ordinateur. Bon, ça. Ouais, classique. C'est ton travail, quoi, tu vois. Ouais, mais à l'époque, ça l'était pas. Parce que j'étais salariée, donc j'avais pas forcément besoin d'ordi pour travailler, tu vois. C'était plutôt pour regarder mes petites séries, pour jouer beaucoup. Donc j'ai acheté beaucoup de jeux vidéo. J'ai acheté aussi beaucoup de sacs de chaussures de Vans. C'est là que j'ai commencé ma grande collection de Vans. J'ai acheté beaucoup aussi de choses pour l'appart, enfin pour ma chambre, en tout cas à l'époque. Vraiment que des trucs que j'avais plus besoin de demander l'autorisation, en fait. J'avais cet argent, donc je pouvais vraiment faire ce que je voulais. Et tu te sentais libérée, justement, de l'injonction à mettre de l'argent de côté? En fait, c'est là qu'a commencé une sorte de filet de sécurité psychologique dans ma tête, où je me suis dit, Julia, si t'arrivait malheur, t'auras toujours tes parents pour t'aider, quoi qu'il arrive, ou t'auras toujours quelqu'un pour t'aider. C'est sûr, tu trouveras toujours. Et si c'est pas tes parents, ce sera quelqu'un d'autre. Et si c'est personne, ce sera toi-même parce que t'as les ressources pour le faire, en fait. C'est incroyable, ça vient d'où? Je sais pas. Et tu vois, Julie, elle se dit, mais comment t'as ça au fin fond de toi? Et c'est vrai que je sais pas. Mais j'ai une profonde intuition que je m'en sortirai. Et c'est ça qui enfin, tu sais, c'est le dernier filet, tu sais, c'est le dernier truc qui me tient. Mais ça me tient et ça fonctionne. Donc, contrairement, tu vois, à des gens qui ont peur de manquer, etc., enfin, je dis pas que c'est ton cas, mais justement, j'ai l'impression que tu as grandi un peu dans ce truc un peu tendu. Genre, fallait faire attention, quoi, tu vois. Souvent, ces gens-là, à la fin, tu sais, ce qui les drive, c'est un peu cette fameuse peur de finir sous un pont. Oui. Que j'entends, tu vois, de temps en temps. Toi, t'as jamais eu ça? Non. En fait, je me dis qu'avant le pont, il reste encore une chance, il reste encore une étape où je peux... en fait, j'aurai encore une carte à jouer. Je pense que juste avant le pont, j'aurai des cartes à jouer. Et ça me tient. Et t'as pas du tout de souvenir d'un déclic, d'un truc qui t'a fait dire « Non, mais moi, t'inquiète, t'as la sensation que ça a toujours été en toi ». Eh ben, à ce moment-là, en tout cas... Je me disais, dans le pire des cas, j'ai mes parents. Mais c'est normal, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Après, quand j'ai créé la boîte, étant donné que j'ai toujours réussi à sauver mon cul de toutes les situations, que je me suis mis dans des situations parfois un peu tricky financièrement, je m'en suis toujours sortie. Et c'est la preuve de... En fait, c'est toutes les preuves qui me font dire qu'aujourd'hui, ok, c'est bon, ça va aller. Je me demandais un petit peu si, avec le recul, inconsciemment, tu t'étais mis dans des situations comme ça, un peu tricky, comme tu dis, aussi pour te tester. Non, c'était full inconscience. Ah oui, ça, je me doute bien. Je ne dis pas que c'était conscient. Hein. Je dis justement inconsciemment. Est-ce qu'avec le recul, tu t'es dit, je crois que à ce moment-là, c'était peut-être un test? Je sais pas.
La fois vraiment marquante, c'est quand j'ai démissionné en même temps que j'ai déménagé et qu'il fallait que j'achète. C'était mon premier appart, donc il fallait tout que j'achète, etc., la caution et tout. Et j'ai démissionné à ce moment-là et j'étais freelance. J'avais 0 client. Donc là, tu vois, c'était une situation où non, en fait, non, tu fais pas ça. Normalement, t'attends d'avoir au moins un truc. Qu'est-ce qui fait que t'as démissionné ? Parce que une de mes collègues de travail m'a dit écoute Julia, tu passes 35 heures ici alors que tu sais très bien que ton temps serait mieux investi ailleurs. J'ai réfléchi, j'ai mis la nuit et le lendemain j'ai posé ma lettre de démission. J'ai dit ouais, effectivement. T'étais salarié à l'époque, c'est ça ? Ouais. Et tu t'es lancé en freelance ? Ouais, je me suis dit effectivement... non, en fait, j'étais déjà freelance. J'avais pris ce job qui m'avait fait signer un CDI. Enfin bref, je m'étais mis dans un petit bourbier. Donc j'ai été salariée plus freelance. C'était juste, en fait, de base, j'avais juste postulé pour un truc genre de 3 semaines. Une sorte de CDD de 3 semaines sur l'été. Étant donné que c'était ma première année en freelance en tant que CM en 2013, il n'y a pas de CM, ça n'existe pas. Il n'y avait pas de clients en août. Et du coup, j'ai trouvé vite fait ce truc pour payer mon loyer. Et vite fait, ça s'est transformé. On m'a fait signer un CDI. J'étais là, ok, je savais pas trop. C'était un peu la yes life en mode allez, vas-y. Et puis du jour au lendemain, en fait, ma collègue qui me dit ça, je me dis ouais, c'est clair, les 35 heures, faudrait mieux que je les mette dans ma boîte en fait. Maintenant, il est temps quoi. Et t'as donc c'est pour l'impression ça que que dès le lendemain. Ok, je comprends. T'as l'impression que c'était une façon pour toi de peut-être avoir justement ce filet de sécurité, d'avoir peut-être une forme de loyauté aussi. On en parle souvent dans l'histoire d'argent par rapport à tes parents, qui eux-mêmes étaient tous... enfin, en tout cas, dans ta famille, tu dis, il n'y avait pas d'entrepreneur, pas de freelance. Je crois que ce job salarié, c'était surtout histoire de bien me prouver que je voulais pas l'être. Je crois que je voulais vraiment me rendre compte que non, c'était pas fait pour moi. Ça me parle. Je vois exactement. En fait, c'est là où c'est génial, je trouve, c'est que de voir à quel point l'inconscient nous pousse parfois à nous foutre dans des situations. Mais tu vois, typiquement, tu t'es mise dans une situation, comme tu dis, un peu tricky, quoi. C'est-à-dire que tu aurais pu aussi te dire, essayer de voir un petit peu plus, avec un peu plus de conscience, quoi. Tu vois ce qui était en train de se passer, mais juste, fallait y aller, quoi. Ouais, complètement. Et là, pour le coup, ce qui m'a fait y aller, c'est que je me disais, oh, c'est bon, j'ai mes parents. J'étais jeune. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné la confiance de me dire, au pire, si je me pète la gueule, ils seront là pour me récupérer. Il y a toujours ma chambre. C'est bon. C'est vraiment ce qui m'a aidé à me lancer. Ok, trop bien. On parle un petit peu de ton association avec Julie ? Oui. Donc, oui. Vous êtes associé quand avec Julie en 2019, c'est ça ? Oui, fin 2019, c'est ça. Et à la base, vous êtes amis ? Et à la base, alors non. Enfin, en fait, on s'est rencontrés dans un espace de coworking parce qu'on a travaillé pour un client commun. Et donc, au début, on travaillait simplement pour ce client commun. Donc, on est simplement 2 freelances avec 2 expertises différentes, mais qui bossent sur un seul et même projet. Et puis, avec le temps, on a commencé à partager les mojitos après le taf. On a commencé à parler de nos vies personnelles, etc. Et puis, ça s'est transformé en on fait le chemin ensemble pour aller au cowork, on papote, etc. Et puis, moi, je lui parle du blog que j'écris, de la newsletter que j'écris, que j'aide les freelances et les entrepreneurs. Elle me corrige mes fautes sur des articles de blog, sur des newsletters. Elle me donne du recul que parfois j'ai plus, parfois sur certaines situations. Ça devient donc de plus en plus, on tisse finalement cette relation professionnelle en même temps que cette relation personnelle. La journée, on fait du pro. Le soir, on s'amuse, on rigole, on passe du bon temps ensemble avec nos amis. Et puis, à un moment donné, on se dit, vas-y, on fait 2 jobs qui pourraient bien aller ensemble dans des contrats un peu plus globaux et tout. Ça pourrait être une offre à part entière. On essaie, ça fonctionne. Ça match avec les valeurs aussi qu'on a d'un point de vue professionnel, d'être dans les temps pour rendre les choses, de rendre du quali, etc. Bref, tout match. Et se passe un jour, été 2019, où je lance une mise à jour de formation à l'époque sur de la production de contenu
qui explose mon chiffre d'affaires de micro-entreprise et où là, je commence à réaliser qu'en fait, je vais devoir passer en société assez rapidement. En tout cas, il va falloir que je me pose la question, mais qu'il est hors de question que j'y aille toute seule. Je me sens pas d'y aller toute seule. Et où, un midi, en terrasse, au café, je dis à Julie, est-ce que tu veux m'épouser professionnellement? Tu lui as dit ça texto ouais. ou pas? Bah, franchement, presque, ouais. Et où elle me dit oui, instantanément. Et où je dis ok. Et là, la pression que j'avais sur mes épaules se divise en deux, en fait. Et je lui en donne un peu une partie. Et où là, je me sens plus armée qu'on soit toutes les deux pour aller dans cette aventure-là. Ok. Donc ça fait quoi, 4 ans que ça dure maintenant? Ouais. Ça commence à faire une longue relation, un long mariage, quoi, tu vois. Oh, ouais. Oh, ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je me demandais un petit peu comment vous réussissiez à vivre chacune votre relation à l'argent. En fait, pour moi, ce qui est difficile dans un couple, tu vois, en termes de relation à l'argent, c'est qu'il y a 2 relations à l'argent. Et en fait, le fait de couple a une 3e relation à l'argent, c'est-à-dire que les 2 viennent s'additionner, entre guillemets, et viennent créer une 3e relation à l'argent. Je me demandais un petit peu, avec Julie, en tout cas pour parler de toi, tu vois, pour parler de ton point de vue à toi, à quel point ça a pu être tricky, tu vois, ok, en fait, on a envie de s'associer ensemble, tout comme, ok, on a envie d'être en couple, et puis après, il y a la pratique, quoi, tu vois. Et sur le jeu sur le sujet de la relation à l'argent, est-ce que tu as des choses à partager par rapport à ça? Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service Free year? when you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. Sur le fait qu'on soit 2 maintenant à gérer l'argent, donc effectivement, on a 2 relations à l'argent différentes, qui sont pas forcément opposées, mais qui sont différentes parce qu'on a chacune effectivement notre histoire et notre vécu avec ça. Au final, on se retrouve quand même pas mal, au même titre qu'on s'est retrouvés. En fait, on est quand même très différentes dans nos personnalités déjà de base. On n'écoute pas du tout la même chose. On n'a pas du tout les mêmes divertissements. Elle adore le foot, j'adore les jeux vidéo et on se rejoindra jamais sur ces 2 sujets. C'est vraiment, voilà, on a vraiment 2 personnalités hyper différentes. Mais on se rejoint sur des valeurs professionnelles communes. Et ben c'est un peu pareil avec l'argent. En tout cas, l'argent de la boîte. Donc ça reste, c'est un lien entre nous qui est assez sain. Et où on se retrouve finalement sur des valeurs communes. Ok. J'adorerais qu'il y ait Julie à ce moment-là, tu vois, pour venir dire « Et toi, de ton côté ?» C'est vrai. Ah, ça serait une bonne idée, ça, de faire des interviews d'entrepreneurs et d'entrepreneuses associées, quoi. C'est comme je fais des épisodes en couple. Grave. Ça serait marrant. Comment vous avez réussi à gérer cette écharpe d'amis une fois que vous êtes devenus associés? Est-ce qu'il y a eu la même fluidité ou alors vous avez connu des difficultés toutes les 2 une fois que l'association s'est lancée? Non, il y a toujours eu cette fluidité, mais par contre, on portait plus souvent l'écharpe pro que la perso. Et où on s'est souvent dit, et encore aujourd'hui, on se le dit souvent, on se dit, est-ce que là on se prévoirait pas un déj chill, un déj de toi et moi, et non pas de G&G, quoi. C'est votre souvent boîte, ça. C'est G&G. Oui, tout à fait. Et du coup, ouais, c'est souvent ça qui pêche en fait réellement. C'est pas tant une mésentente, une lassitude ou quoi. Il y a rien de tout ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est plus souvent dans des conversations pro que des conversations perso. Et plus le temps passe, plus les problèmes, tu sais, plus une entreprise grandit, elle a toujours des problèmes en fait. Et souvent, nos discussions ont souvent tourné autour des problèmes ou des challenges ou même des projets, tu vois, sans parler forcément de négatif. Il y a aussi beaucoup de positifs. Mais c'était que concernant la boîte et moins concernant Julie ou Julia ou nous 2, mais à titre personnel, quoi. Et comment vous faites ça? Vous réussissez à l'entretenir un peu ou alors juste
c'est compliqué à faire. C'est compliqué, mais on y arrive. Mais ça reste un challenge. Et c'est là où c'est très comparable au couple, je trouve, parce que c'est pour se retrouver. Tu sais, c'est des moments où on se retrouve, donc on part en vacances ensemble. On se fait des soirées, on se fait des visios où juste on parle que de perso, on se fait des to-do list de sujets perso à aborder. En bas, je le mets sur la liste et tout pour la prochaine fois, et on se fait des sessions comme ça où vraiment c'est que le perso qui compte. Et du coup, notre amitié et tout ce qui va derrière, quoi. C'est important de ne pas perdre justement cette flamme-là aussi, qui fait qu'en fait, j'imagine, à la base, vous vous êtes retrouvés, vous avez eu envie de créer ce projet ensemble, quoi. C'est clair, et puis ça permet de garder une connexion, une vraie connexion avec l'autre, en fait. Ce qui fait que quand tu connais vraiment la vie et les enjeux de la vie perso de l'autre, tu es en mesure de bien comprendre ce qui se joue. Tu es en mesure, on va dire peut-être, de tanker certaines choses, de lui rendre des services à un moment donné, de la soulager sur son planning. Tu vois, il y a plein de choses qui font que c'est une force, en fait, je trouve, d'être l'ami de ton associé. Parce que en fait, tu deviens beaucoup plus pertinente, je trouve. Comment ça s'est joué entre vous, quand typiquement un matin tu te lèves et tu fais exactement ce que tu racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu te lèves et tu dis, bon, tu vois, ce truc-là, moi j'en peux plus, j'ai envie que ça dégage, et donc potentiellement, je vais couper X% du chiffre de la boîte. Parce que ça, c'est Julia, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr. Enfin, moi, si j'étais ton associé, je serais là. Raconte-moi un petit peu pourquoi. Oui. Et ça arrive très souvent comme ça. C'est un matin, je débarque et je pose une bombe, quoi. Voilà. C'est souvent comme ça. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ? Moi, de mon côté, c'est souvent mûrement réfléchi. Tu sais, c'est en tâche de fond, je pense, même d'un point de vue inconscient. Donc déjà, quand j'arrive et que je verbalise ça à Julie, c'est déjà... en fait, je sais déjà que je vais prendre la décision. Et c'est presque, en fait, qu'elle le veuille ou non. En fait, c'est je sais que la décision va être prise, qu'il peut y avoir des discussions, parce que parfois, Julie, moi, j'arrive avec ça, et Julie, elle me dit « Ah non, mais je suis pas d'accord, en fait. Je suis pas d'accord. Il va falloir qu'on trouve un compromis. » Et c'est là où elle est très forte pour ça, c'est qu'elle arrive à tout décortiquer pour qu'on s'en sorte avec ce que moi je voulais vraiment au fond et ce qu'elle voulait vraiment garder au fond aussi. Okay. On reste pas en surface de vas-y, ce produit on l'enlève parce que c'est bon, il est périmé. C'est ok, qu'est-ce qui se joue ? Julie, elle va peut-être défendre derrière attends Julia, on a quand même des gens qui en ont encore besoin. Donc tu ne peux pas l'enlever comme ça. Oui, j'allais dire. Ou sinon, il faut prévenir les gens. Oui. Tu vois ? Il faut prévenir les gens à minima qu'ils aient encore 6 mois pour l'acheter s'ils en ont besoin. Si tu veux, elle va rajouter de la nuance. Là où moi, quand j'arrive, j'en ai pas. Et je dis, allez, c'est ciao. Ça, c'est notre complémentarité. Ça nous aide beaucoup. J'imagine. Et ce que j'allais dire aussi, c'est est-ce que ça se joue sur l'argent entre vous à ce moment-là aussi ? Non, pas du tout. C'est pas du tout la discussion. Non, pas forcément. En fait, on parle de l'argent vraiment comme des opportunités à chaque fois. Genre, dès qu'on signe un contrat, on se dit « Ok, cool, ce contrat, il va financer quoi ?» Genre, à chaque fois, on met quelque chose en face. Ok. Pour que tout ait du sens à un moment donné. Et quand tu dis ce contrat, il va financer quoi ? Ça pourrait être une augmentation de salaire pour chacune d'entre vous, non ? Par de exemple. revenus. Par exemple, c'est ce qui s'est passé cette année, ouais. C'est ce qui s'est passé cette année où on s'est dit, on a besoin un peu d'argent, nous, pour nos projets perso. Donc c'est là aussi où c'est super cool de connaître la vie perso de l'autre et les enjeux de l'autre. Parce qu'on est en mesure de se dire, ok, toi, t'en as besoin parce que tu vas faire ça cette année, donc c'est important. Ok. Si j'ai bien suivi, l'année passée, c'était l'année passée, il y a eu une période un peu difficile pour vous, pour votre boîte. Ouais, vous aviez 2024, embauché, ouais. C'est ça ? Vous aviez embauché quelqu'un ? Oui. Qui est, j'imagine, une assistante, c'est ça ? Oui. Qui bossait pour vous. Et donc déjà, je me demande un petit peu, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous étiez toutes les deux ? Vous vous êtes dit, ok, c'est important là maintenant de venir embaucher quelqu'un ? On a recruté Lise
pour subvenir à un besoin qu'on a eu à ce moment-là. En fait, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2021. On est en post-Covid. Notre activité a explosé en 2020-2021. On avait énormément de sollicitations. On avait des boîtes mail qui explosaient. Et on passait plus de temps à faire de la gestion plutôt qu'à vraiment faire du développement. Et donc créer de nouveaux produits, faire en sorte de faire du soin avec les clients qu'on avait déjà, etc. On était vraiment beaucoup dans de la gestion, de la micro-gestion. Et on s'est dit, OK, il nous faut quelqu'un pour nous aider, pour que on n'ait pas besoin, en fait, d'ouvrir cette boîte mail tous les jours. Okay. On veut pouvoir, commencer notre journée par créer des projets plutôt que par aller checker tous les problèmes qui nous attendent dans la boîte mail. Donc c'était vraiment une sorte de tampon, en fait, de personne tampon entre le monde extérieur et nous, pour pouvoir se protéger un peu de tout ça et garder de la créativité. Sauf que on a pris cette décision d'embauche sur un chiffre d'affaires exceptionnel, d'une situation exceptionnelle. Sauf que personne pouvait vraiment prédire tout ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, etc. Donc nous, très naïvement, et là j'ai retrouvé un peu la moi de 23 ans, tu vois, qui prend des décisions pour son entreprise un peu au doigt mouillé, quoi. On a pris cette décision sur une situation exceptionnelle, et donc forcément, quelques années plus tard, quand le chiffre d'affaires revient à la normale, du coup, le poste de salarié qu'on finançait sur toutes ces années n'était plus possible, en fait. Plus possible d'un point de vue financier, et puis plus beaucoup pertinent aussi d'un point de vue des faits. On avait de moins en moins de mails à traiter, et donc Lise se retrouvait un peu avec des journées très légères, quoi. Ok, ça a été dur pour vous j'imagine de se couper d'une partie de ce projet qui grandissait, quoi. Alors, ça a été difficile pour nous, non pas de constater une baisse de chiffre d'affaires, etc. Tout ça, c'est un peu le cheminement d'une entreprise. Parfois ça monte, parfois ça baisse, et c'est comme ça. Par contre, ça a été dur psychologiquement pour nous de quitter Lise, quoi. De lui dire au revoir, de lui proposer une rupture conventionnelle. Ça a été très dur humainement, et surtout qu'on a dû le faire aussi pour d'autres freelances qui travaillaient pour nous à ce moment-là. Et en fait, moi, j'aime pas les au revoir. Ça me déchire le cœur. Et donc, de dire au revoir, même si c'est pas un vrai au revoir, enfin, c'est-à-dire cette personne ne disparaît pas, elle ne meurt pas. Mais c'est terrible. C'est terrible de mettre un point final à quelque chose. Psychologiquement, ça a été dur. Et pour le coup, même si ça a été dur psychologiquement, de couper justement, c'était serein pour vous à ce moment-là, pour toi, pour vous, de voir votre chiffre d'affaires baisser? Oui, à condition que les charges aussi, elles baissent. Bien sûr. Et donc, oui, il fallait faire quelque chose à ce moment-là. Si on avait gardé Lise, je serais plus là aujourd'hui pour te dire que J&J est toujours sur pied. Ça nous aurait lessivé, en fait. Ça aurait pris toute la trésor. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler dans l'histoire d'argent? Écoute... sur lequel je t'ai pas amené? Mis à part ces 5-6 années d'inconscience et de mise en danger de moi-même financièrement avec un appart tout neuf et 0 contrat quand je me suis lancée, ce qui m'a aidée aujourd'hui à être beaucoup plus sereine. Quand il y a des problèmes d'argent, aujourd'hui, je les regarde avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Parce que je suis passée par des choses où je me suis prouvé que, allez, c'est bon, ça va passer. Ça va passer. Et aussi, mine de rien, je trouve que d'entendre des personnes à ton micro, dont les situations parfois sont complètement folles, et oui, ils sont toujours là, ils ont le smile, ils sont pleins d'espoir, ils sont pleins de projets, etc. Malgré les situations parfois un peu délicates, je trouve que ça aide beaucoup à se dire ok, la vie est faite de plein de variables différentes, et en fait, tant qu'on respire,
on est capable en fait d'agir sur notre situation, tu vois. Et qu'une situation, à un moment donné, il suffit d'une décision, il suffit d'une petite action, d'une rencontre parfois, d'une discussion, pour que ça fasse pencher la balance de l'autre côté. Ouais, c'est marrant parce que ça m'évoque aussi que, effectivement, non seulement tu t'as raconté dans la newsletter quand ça fonctionne bien, etc., mais aussi t'es allé raconter la séparation de votre équipe, avec votre équipe, etc., quoi. Et j'imagine, de ton point de vue, que ça n'a pas dû être très simple à faire. Oui, bah en fait ça fait aussi, tu sais, ça te ramène au fait que t'as peut-être échoué d'une certaine manière. J'ai pas réussi à être la chef d'entreprise qui a créé un emploi et qui est capable de le garder, tu vois. Je suis aussi cette cliente pour les freelances avec qui on a arrêté. Je suis aussi cette cliente qui arrête les contrats alors que, bah, voilà, problème budgétaire. Je suis cette cliente-là que moi-même j'ai eue quand j'étais freelance à l'époque. Et que oui, ça te ramène à quelque chose qui peut te faire penser à un échec. Mais au final, c'est pour ça que la newsletter est si précieuse pour nous. C'est parce qu'elle nous permet de raconter vraiment ce qui se joue. C'était un moment important. Il fallait prendre cette décision. C'était compliqué. Mais on l'a fait pour les bonnes raisons. En tout cas, au moment où je l'ai écrit, cette newsletter, je me suis dit, en fait, c'est l'avenir qui me dira si c'était la bonne décision ou pas, on verra. Et aujourd'hui, je me sens tellement mieux. Je me sens tellement mieux dans mon quotidien, psychologiquement, financièrement aussi. On se sent mieux que du coup, on se dit, ah ouais, c'était la meilleure décision. On en a chié. Qu'est-ce qu'on a pleuré à ce moment-là. Mais bon, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Et mine de rien, ça fait partie de notre voyage entrepreneurial, en fait. Et que il y a parfois des newsletters plus difficiles que d'autres à écrire. Mais je trouve que c'est quelque chose d'essentiel pour vraiment emmener les gens avec nous. Et vraiment leur faire suivre ce qu'il en est. Parce que sinon, ils comprendraient pas forcément de pourquoi on est passé de « Oh purée, on est au fond du seau en 2024 » à « Ah, on est trop bien en 2025 » si on n'avait pas raconté, tu vois, ces gros moments-là qui font qu'on est comme ça aujourd'hui. Ça nous permet aussi de contextualiser les décisions qu'on prend actuellement. Ils se disent « Ah mais oui, mais c'est parce qu'elles ont fait ci, elles ont fait ça, elles ont pris telle décision à ce moment-là. Ah, si maintenant elles vendent les choses comme ça, c'est parce qu'elles ont traversé ça. » Ce qui font qu'elles sont en mesure de vendre ça peut-être un peu plus push qu'avant. Bref. Et comme tu dis, c'est des copains, c'est ça? Donc c'est des clients, mais j'ai l'impression que tu as aussi un rapport très personnel finalement avec tous ces gens qui achètent vos produits. C'est ni plus ni moins que des entrepreneurs comme moi. Je pourrais acheter, si demain une personne de notre communauté et donc de nos clients vendait une formation sur son expertise que moi je n'ai pas, j'irais lui acheter pour pouvoir me former et apprendre de cette personne. Donc c'est un peu pareil de notre côté. J'ai pu leur apprendre à utiliser Notion à un moment donné pour les aider dans leur propre vie entrepreneuriale parce que j'ai eu le temps et j'ai eu l'envie à un moment donné de vulgariser sur ce sujet-là. Donc c'est très horizontal finalement comme relation. Ouais, je vois bien. Toujours. Non seulement je comprends, mais en plus, je sais pas, ça se ressent dans ton approche d'une manière générale. On peut aussi peut-être parler de l'expérience Catching à laquelle j'ai participé grâce à vous d'ailleurs. Donc merci beaucoup parce que vous m'avez recommandé vous avez recommandé ma formation d'interview auprès de Geneviève Gauvin. Oui. Geneviève Gauvin qui est passée donc dans l'histoire d'argent parce que je lui avais proposé qu'on fasse un épisode. Je sais pas si tu avais écouté l'épisode, c'était génial. Oui. Et en fait, moi j'avais été fasciné parce que vraiment cette
cette expérience, en fait, au-delà de l'expérience qu'il y a pu y avoir d'aller découvrir un nouveau monde, etc., j'ai vu à quel point, donc c'est pour expliquer un petit peu, mais Catching, en gros, c'est à un moment donné où donc cette entrepreneuse québécoise qui s'appelle Geneviève Gauvin qui récupère tout un tas de formations en ligne et qui les met dans un bundle et qui donne une visibilité folle et qui reverse un pourcentage de chiffre d'affaires aux créateurs et aux créatrices de ces formations. Et qui organise donc l'année à laquelle j'ai participé, il y avait un grand événement, etc. Donc c'était aussi l'occasion de se voir en vrai. Oui. Et moi j'ai été fasciné pendant ces 15 jours, 3 semaines que ça a duré, de voir à quel point vous étiez toutes et tous des épiciers quelque part. C'est-à-dire que pour moi c'était fascinant de voir à quel point vous vendiez l'information directement sur Instagram par DM, quoi. Dans ma tête, c'était pas ça le métier, quoi. Mais tu peux peut-être m'en parler, en fait, comment. Enfin, ouais, moi, j'ai vraiment eu ça. Je me suis dit, ok, en fait, c'est des épiciers, tous. Et au meilleur sens du terme, hein, tu vois, vraiment, la personne, elle rentre dans ta petite épicerie, en fait, ok, madame, de quoi vous avez besoin? Très bien, en fait, ah bah tiens, je vais vous amener tel ou tel produit, etc., quoi. En fait, et ça reboucle avec la question que tu me posais en tout début d'interview, où tu me disais. C'est quoi un infopreneur? Et si tu veux, c'est une question très, très large parce qu'il existe plein de styles d'infopreneurs différents. Il y en a qui vendent des choses pas ouf, il y en a qui vendent des choses exceptionnelles, il y en a qui vendent des choses très peu chères et d'autres qui vendent ça très, très, très cher. Et c'est vraiment un écosystème dans lequel on évolue où parfois on subit la mauvaise image des mauvaises pratiques en fait de certains et où d'autres essaient de rattraper ça. Et je trouve que Catching fait partie d'une partie de l'écosystème qui essaie de tirer les gens vers le haut avec des bons produits derrière, des bons produits d'infopreneuriat où il y a de la créativité, où il y a du fun, où il y a du soin surtout en fait des clients. Et c'est là où moi, je me désolidarise des personnes qui prennent les gens juste pour des CB ambulantes, tu vois. Porte-monnaie, quoi. Ouais. On est là pour apporter une solution à un problème bien précis. Et on est surtout là pour dire non, ce que j'ai pondu là, quand bien même j'y ai mis toute ma race, si c'est pas pour toi, je te le dirai. Si c'est pas exactement ce dont tu as besoin, je te le dirai. Et on est beaucoup justement dans les échanges très très personnels en DM parfois pour être sûr qu'on ne se plante pas. Parce que les produits en moyenne coûtent, je dirais 500 balles. 500 balles, c'est que ça reste quand même 500 balles en fait. Ouais, c'est sûr. Et que si en face t'as quelque chose qui ne te correspond pas, c'est pas ouf. Vraiment, c'est de l'argent qui est trop gaspillé, ça n'a pas de sens. Ouais. Et pour le coup, ça vient aussi on va dire dans la continuité de la manière dont on communique, tu vois. C'est-à-dire que la newsletter, si je m'adresse à des amis, je vais pas conseiller à des amis d'acheter quelque chose qui ne leur correspond pas, qui pourrait leur faire défaut, qui pourrait les endetter. C'est vraiment respecter les personnes à qui tu parles, les personnes qui font partie de ton audience, qui te font confiance à un moment donné, qui te font confiance pour lire tes articles de blog, qui te font confiance pour acheter quelque chose chez toi. C'est la même chose. Et pour le coup, je trouve que dans Catching, on est dans ce soin-là, on est dans ce niveau de détail. Et c'est ce qui fait qu'on a accepté de participer plusieurs fois. C'est ce qui fait que nous, on a pensé à toi aussi parce que on trouvait que tu correspondais, que tu matchais avec ces valeurs-là aussi. Merci. Et voilà, mais c'est une partie, on va dire, d'un écosystème qui est plus grand que nous, quoi. Ouais, j'entends bien. Et j'ai découvert aussi, tu vois, à travers le fait de lire vos discussions, tu vois, moi j'avais l'impression de découvrir un monde
auquel j'appartiens pas du tout, quoi. Tu vois, c'est comme si demain on te mettait avec 20 autres podcasteurs, tu vois, où nous on se connaît tous, on finit par discuter, etc. Et que toi t'es là, ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer, quoi. J'imagine que ce serait un peu la même chose pour toi, de voir un petit peu effectivement toutes les discussions off sur le sujet. J'ai appris plein de choses, et donc merci encore pour cette opportunité, parce que ça m'a appris plein de trucs, quoi. C'était trop intéressant. C'est une autre manière de faire du marketing. Tu sais, c'est une autre façon de faire qui t'a été montrée, quoi. Mais oui, je me souviens de toi, ta réaction et tout à l'époque, et où pour moi c'était tellement normal, tu sais, que ça me faisait bizarre d'avoir cette conversation avec toi, qui pour toi ça te semblait lunaire. C'était très très bizarre, mais c'était super intéressant, et c'était fou, tu sais, de voir tes yeux en mode oh d'accord, ça fonctionne comme ça, j'imaginais pas que ça pouvait exister comme ça, en tout cas de cette manière et tout. Donc tu sais, ça amène aussi un vent de fraîcheur, nous, dans notre ah bah oui dans notre quotidien. Les yeux éberlués du gars qui ah ouais, ok. Merci Julia. Est-ce qu'il y a autre chose dont je t'ai pas parlé, dont tu aurais aimé causer dans le podcast? Bah écoute, non. Hein. On a fait le tour, hein? Ouais, je crois. Bon. Votre site à toutes les deux, c'est idon'tthink.fr, c'est ça? Oui. Comme je ne pense pas, en anglais. Oui. Et où il y a à la fois justement ce fameux blog dont on parle depuis tout à l'heure, qui est aussi une newsletter, mais également toute votre offre de formation. Hein. Il y a pas que des formations, il y a plein de petits outils, enfin plein de trucs que je vous invite à découvrir. Exactement. Depuis que j'ai décidé justement de mettre toutes les formations à la poubelle et de recommencer de zéro l'année dernière, maintenant, on se bride plus sur le format. Donc, il y a plein de petites choses. Il y a des expériences, il y a des petits produits. Il y a plein de petites choses. Effectivement, et si jamais vous êtes intéressé par l'argent spécifiquement, vous pouvez taper revenus dans la barre de recherche et vous tomberez sur tous les rapports de revenus que j'ai pu rédiger sur le blog, que j'ai laissé... Voilà, ils prennent un peu la poussière, mais ils sont toujours là. Bah, ils racontent l'histoire aussi. Donc, c'est génial que t'aies fait ça, quoi. Bravo. C'est trop cool. Merci en tout cas, Julia, c'était vraiment très chouette. Et puis je te remercie encore pour ta transparence et pour tout ce que tu m'as raconté dans le podcast. Avec grand plaisir. Merci à toi, Fab. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Only Boost Mobile. Boost Mobile. We'll give you a free year of service. Free year? When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only.